de l'européen. Et c'est terrible. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Fredo, voilà, je suis humoriste, je suis aussi guitariste, j'aime mêler la chanson et l'humour dans mon spectacle, parce que ça fait partie de moi la chanson et ça fait partie de moi aussi l'humour. Et donc je vais mélanger les deux, comme ça fait de l'humour avec de la chanson et puis on s'ennuie jamais. Moi vous savez, et puis alors la question c'était juste me présenter en 2 mots, je suis en train de répondre à toutes les questions qu'elle va me poser, donc je suis en train de lui niquer un peu son interview là, mais en gros j'ai voulu faire un spectacle qui répondrait à des demandes que moi j'avais en tant que consommateur de spectacles. C'est-à-dire que quand moi j'allais voir des spectacles de stand-up, au bout de 20-25 minutes, je me faisais chier, je me déconcentrais un peu. Je me disais, c'est toujours un peu la même chose, faut toujours écouter. Moi j'ai des problèmes de concentration, donc j'arrivais plus à écouter. Et quand j'allais voir des concerts de musique, je me disais, tiens, c'est dommage parce qu'entre les chansons, ils parlent pas beaucoup, on sait pas, c'est juste un... Et donc en fait, best of both worlds, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que j'ai essayé de prendre le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire que je fais un spectacle d'humour et des fois, au bout de 20-25 minutes, je prends la guitare, ça part dans une autre vibe, comme ça les gens, hop, on se ramène. Ensuite, je repose la guitare, je refais du stand-up. Et donc en fait, on s'ennuie jamais, c'est ce qu'on me dit souvent dans ce spectacle. Ceux qui s'ennuient ne me l'ont jamais dit en tout cas. Ils ont trop peur. Ouais. Avant de faire ce spectacle, tu étais consommateur. Exact. Et tu étais plus que consommateur, vu que tu étais journaliste, tu as interviewé plusieurs humoristes. Est-ce que ça a été aussi un déclic qui a fait que tu as voulu te mettre dans ce monde-là? Ouais, journaliste, c'est un petit mensonge. J'étais animateur d'une émission de radio. Bon, ce qui correspond quand même aussi à j'avais un statut de journaliste vis-à-vis de tout ce qui est interview, donc j'ai interviewé beaucoup d'humoristes. Ouais. Grave, ça a été un déclic pour moi parce que en fait, j'ai compris que je voulais être à leur place, quoi. J'avais envie j'adorais les artistes, j'aimais l'humour, j'aimais aussi la scène et puis à travers, en fait, je pense que je leur posais aussi, toutes les questions que je leur posais, c'était des questions aussi qui m'aidaient moi à me lancer sur scène, quoi, et à savoir un peu quel était leur quotidien, comment ils travaillaient. Alors que c'était des bonnes interviews, mais c'était des interviews de mecs qui veulent devenir humoristes, quoi, tu vois. D'ailleurs, ça t'a permis ça a été le lancement de quelque chose parce que tu as interviewé un célèbre humoriste et ça t'a permis d'être sur la scène de l'Olympia à Montréal. Exact, ouais, c'est vrai que je me souviens que j'allais faire cette interview de Gad Elmaleh dans les loges de l'Olympia de Montréal et puis à la fin de l'interview, il me dit t'as l'air humoriste, quoi, tu vois, genre viens faire ma première partie, là c'est dans 20 minutes, quoi. En fait, c'est vrai qu'il avait un humoriste qui devait faire sa première partie ce soir-là et puis ils n'avaient pas de nouvelles en fait. Et je pense qu'il avait oublié parce que cet humoriste-là, quand la prod l'a appelé, il était même pas à Montréal, il était dans une autre ville pour jouer son spectacle. Et donc il était là, putain, mais excusez-moi, mais je me suis trompé de date et tout, machin et tout. Et finalement, c'était un mal pour un bien, puisque sans cet oubli, je pense que alors est-ce que j'en serais pas là aujourd'hui, j'en sais rien, mais disons que ça a été un élément déclencheur dans ma carrière, quoi. Et tu le racontes dans ton spectacle 2 minutes 30 que tu présentes tous les mardis à l'Européen. Tout à fait. Et tu racontes aussi le trac que tu as eu quand tu es monté sur scène avec rien de préparé. Comment tu as eu cette idée de dire ok, je le fais? Parce que même si tu as cette envie d'être humoriste, on se dit pas bon ok, je vais monter sur scène, quoi. C'est pour ça que le spectacle s'appelle 2 minutes 30 en fait. C'est parce que en 2 minutes 30 comme ça, après pour comprendre vraiment pourquoi il s'appelle comme ça, faut voir le spectacle. Ce titre-là vient aussi chercher cette histoire de je pense que notre vie change quand on prend des décisions pas trop réfléchies, en fait. Ma vie a été comme ça. Quand je parle à mon entourage, quand on réfléchit beaucoup une chose, c'est pas pareil que quelque chose comme ça qu'on réfléchit pas mais qu'on sent vraiment. Et ça se passe dans un très court instant et ça a été plus qu'une peur, ça a été une panique, ça a été une naissance, quoi. C'est la souffrance d'une naissance, quoi. Quand on voit un bébé naître, il crie, ça criait à l'intérieur de moi parce que je sentais que je changeais de statut, que je devenais humoriste et que je ne l'étais pas du tout, quoi. Il fallait que je le devienne pendant que ça se passait, quoi. Ça t'a pas empêché de te relancer après, comme tu le dis, c'est une naissance, puisqu'après tu as multiplié les présences dans les comedy clubs, sur les vidéos YouTube. Notamment, il y a plusieurs vidéos qui ont fait des millions de vues. Et maintenant, tu as un spectacle.
Ça a été quoi le mécanisme pour produire tout ça au fur et à mesure? Après, c'est le travail, parce qu'une fois que la décision est prise, une fois que t'es arrivé dans ce monde-là, tu vois, bah, c'est que du travail et de la pratique et des idées et de l'écriture. Et donc les vidéos YouTube, elles ont été écrites, les scènes que je faisais, bah, je les bookais, je rentrais dans le milieu au fur et à mesure. Mais disons que c'est une partie qui moi m'intéresse moins que le moment même où c'est arrivé, parce que finalement en fait tout dépend c'est un moment que j'ai subi, quoi. C'est un moment que Gad il me regarde, je lui fais des blagues pendant l'interview et il me regarde, il me demande si je suis humoriste et je lui dis que oui, quoi. Je lui dis que oui, mais je ne suis pas du tout humoriste. Et c'est là que dans sa tête moi je suis humoriste, donc bah fais ma première partie. Et moi du coup je suis avancé là-dedans, je peux plus reculer, je me retrouve sur scène sans sketch. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est une violence qui a fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc je suis très content de l'avoir fait. Et le public l'a bien reçu? Ce soir-là, non, si, il l'a quand même bien reçu ce soir-là, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose qui faisait que j'étais pas à ma place non plus. Mais je n'avais pas de matériel et je n'avais rien à dire, j'avais rien préparé puisque je ne savais même pas que j'allais le faire. Donc et puis j'étais pas bon en impro, puisque l'impro aussi ça se travaille. Donc tu l'as dit au début, ton petit truc en plus, c'est de prendre ton public vraiment du début à la fin. Ça pour le coup j'ai aussi ressenti vu que j'ai vu le spectacle avec ta guitare. C'est ton petit truc en plus, tu l'as mis dans tes vidéos. Comment t'es venu? Tu l'as un peu dit, mais comment ça t'est venu de te dire ok ça peut marcher de faire des blagues avec ma guitare? Alors, je me suis pas dit ça peut marcher. Il se trouve que j'étais musicien. J'étais musicien et quand j'ai fait l'interview, quand j'ai commencé à faire de l'humour, en fait, j'étais beaucoup plus musicien-chanteur que humoriste. J'avais déjà une expérience là-dedans. Quand j'avais 20 ans, j'avais fait un petit album et tout. J'avais été écrit des chansons et tout. Donc, c'est quelque chose que je savais faire. C'était quelque chose que j'aimais faire aussi, chanter, jouer de la musique. Mais c'est quelque chose, je m'étais lassé de faire ça parce que justement, moi, ce que j'aimais, c'est faire rire les gens. Et donc du coup, c'est pas que j'ai senti que ça allait marcher, c'est que c'est comme ça que je me suis débrouillé au début. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire et comment tu peux faire rire les gens avec ça? Et donc, qu'est-ce que tu sais faire? C'est jouer des guitares, c'est chanter. Et du coup, j'ai écrit un sketch comme ça avec une guitare, quoi, genre qui était pas complète, c'est pas des chansons humoristiques, mais c'est des blagues avec une guitare. Et ça a plutôt bien marché. Ouais, parce que le public le reçoit bien. Ils sont pas un peu surpris quand même de devoir sortir ta guitare en plein milieu? Comme tu l'as dit, je pense que les gens en général, je suis un petit peu connu en France à travers certains concepts vidéo que j'ai faits qui ont fait quand même beaucoup de vues. Et donc, je pense que les gens sont pas trop surpris quand je prends la guitare parce qu'ils le savent un petit peu. Et au-delà de ce boulard que j'ai, je suis un peu connu en France, il y a vraiment une guitare posée sur scène. Donc, il y a un moment donné, je pense que les gens se disent, tiens, peut-être qu'il va jouer de la guitare à un moment donné. Parce que moi, je ne savais pas du tout. Ouais. Je me suis dit, surprise, j'y vais pour la surprise. Ouais. Et quand j'ai vu la guitare, je me suis dit, intéressant. Ouais. J'étais curieuse de savoir comment t'allais l'amener et c'est assez naturel, en fait, de le faire. Pour ce spectacle, donc, qui s'appelle 2 minutes 30, mais qui dure pas 2 minutes 30. Non. Comment tu l'as écrit? Parce que tu racontes ce moment-là de ta vie qui t'a mené à ça. Mais comment a été ce processus d'écriture pour écrire un spectacle en entier? C'est différent des vidéos YouTube, ces vidéos de Comedy Club. Ouais, c'est long à écrire. Son premier spectacle, c'est long, ça peut durer 10 ans. Hein. Okay. Moi, ça fait pas 10 ans, mais c'est un premier spectacle, c'est toute une naissance, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de dire, de quoi on a envie de parler. Et en vrai, j'ai réalisé que en fait, il fallait pas que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que je disais naturellement. En fait, les sujets sur lesquels j'ai été naturellement ont été les sujets qui ont fait le fil conducteur de mon spectacle, notamment la famille. Ouais, j'allais y venir justement. Tu parles de ta carrière, du fait que tu étais animateur radio, de comment tu as migré au Canada et qu'aujourd'hui tu présentes un spectacle sur scène à Paris. Et toutes ces petites actions-là qui t'ont mené à ça, mais tu parles aussi de ta famille et surtout de ton frère et de ta mère. Ouais. Comment eux, ils ont reçu tes petites blagues?
Je pense qu'ils les ont reçus plutôt bien parce que ils l'avaient pressenti un petit peu et dans mon humour, j'ai toujours été moi le blagueur de la famille, donc je me moquais beaucoup de ma mère, même à l'intérieur même de la famille. Je me moquais beaucoup de ma mère. Je l'imitais, et puis mon père aussi. Et ma mère le fait rire, mon père, parce que ma mère est tellement intense et tellement sèche dans sa façon de parler, dans sa façon que finalement, en fait, même mon père, ça le fait rire, quoi. Ça nous fait tous rire parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est tellement gros que voilà. Donc ça, le fait de faire ces blagues-là et de faire rire mon père, mon frère, ma petite sœur aussi, j'ai une petite sœur, j'en parle pas dans le spectacle, mais et même ma mère des fois. Je pense qu'ils s'attendaient un peu à ce que ce soit ça aussi, quoi. Ça n'a pas été une grande surprise. C'était juste une continuité. Et comme tu dis, c'est une sorte de naissance, donc tu parles de la famille, tu parles de ton travail. Ce que j'ai noté aussi quand on regarde les critiques sur ton spectacle, si on peut appeler ça des critiques parce que c'est vraiment des louanges, c'est que c'est un spectacle familial sans vulgarité. Et est-ce que tu penses que le côté où tu abordes la famille, etc., ça peut être aussi ça reste un fil conducteur pendant tout ton spectacle? Est-ce que ça te permet de toucher plusieurs générations et pas qu'une seule cible? Encore une fois, c'est une conséquence dont je n'ai pas été nécessairement la cause, quoi. C'est-à-dire que il se trouve que dans ma salle, j'ai des gens de 7 ans à 77 ans, parce qu'il se trouve que les sujets dont j'ai envie de parler sont des sujets universels qui touchent tout le monde sans vulgarité. Mais j'ai pas écrit un spectacle pour toucher tout le monde. Il se trouve que ce dont j'avais envie de parler, de la manière dont je parle, moi aussi j'ai une certaine éducation, donc je suis pas vulgaire. C'est-à-dire que les vulgarités pour moi c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque. Non, mais oui c'est vrai que j'ai jamais trouvé que utiliser de la vulgarité pour accentuer une blague c'était mon truc, parce que je ne juge pas non plus les gens qui le font, parce qu'il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Et donc il y a des gens, j'écoute leurs blagues et sans la vulgarité dans la blague, c'est sûr qu'on rigole moins, quoi. Donc ça marche aussi. Mais moi c'est pas quelque chose qui me va bien, je pense, la vulgarité. Tu disais que t'étais pas très bon en impro au début, ce qui n'est pas forcément le cas, vu que là t'as prouvé que t'étais bon en impro. Et sur scène, tu fais quand même un petit peu d'impro. C'est une façon aussi de te challenger sur scène quand même. Oh, pas vraiment me challenger. L'impro, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que j'arrive à faire aussi. Alors ça, forcément, c'est un double tranchant. Donc des fois c'est extraordinaire, des fois c'est moins extraordinaire, mais c'est quelque chose que j'aime faire, donc je le fais. Ouais. Ça te rappelle un peu les 2 minutes 30 qui ont changé ta vie, du coup? C'est toujours ces 2 minutes 30, se remettre dans ce 2 minutes 30 de No Man's Land un peu. C'est ce 2 minutes 30 de on ne sait pas ce qui se passe, mais on fonce, quoi. Tu vois. C'est vrai que l'impro, c'est ça. Bon, du coup, moi j'ai vu ton spectacle. Je sais que tu as un chanteur préféré. Il est pas là. Je n'ai pas son contact. C'est Jean-Jacques Goldman. Est-ce que tu penses qu'il va venir un jour? Je pense qu'il va venir un jour. Parce que je pense qu'un jour, en fait, si j'arrive à gagner en notoriété, je pense qu'un jour, ça arrivera à ses oreilles, ce truc. Et peut-être que ce jour-là, il s'intéressera à mon travail, et je sais pertinemment que s'il s'intéresse à mon travail, il se dira putain, il est sympathique, je vais le faire. Je pense qu'il est suffisamment déconneur pour se dire attends, ça c'est sympathique, je vais le faire. Oui, parce que en fait, Jean-Jacques Goldman, c'est pas nécessairement uniquement mon chanteur préféré, c'est quelqu'un qui m'a un petit peu éduqué aussi. C'est-à-dire c'est un peu un père musical pour moi, et pas uniquement artistique, c'est quelqu'un qui a eu une vision du showbiz, comment dire, ce mec-là m'a profondément touché dans sa façon de faire sa carrière, en fait, tu vois. C'est un mec qui décide à 55 ans de dire écoutez, j'ai plus rien à dire, je me retire, et de se retirer vraiment, sans que ça lui manque, sans que ça le démange. Un mec qui dit je fais pas d'émission de télé, le showbiz ça sert à rien. Un mec qui s'habille avec des baskets trouées, avec un jean sale et un vieux t-shirt tous les jours. C'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et c'est tout ce qui, je sais pas, c'est plus qu'un chanteur pour moi, quoi, tu vois. Le mec est fou, hein. Le mec est fou. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, Goldman, si j'en parle dans mon spectacle, c'est parce que je trouve que, je sais pas comment le dire. Je vais chialer là, Émilie.
Putain, je vais chialer là. Vas-y. Attends, je chiale un bon coup. Parce que ça va pas en ce moment. Et après, je repars de Jean-Jacques. Ça va mieux là? Je vais essayer. Parce que généralement, quand on fait trembler Est-ce les que lèvres, tu l'as après, en fond d'écran de ton chiales. portable? Hein? Tu l'as en fond d'écran de ton portable? Non, j'ai des montagnes. Car j'adore les reliefs. Et au-delà de Jean-Jacques Goldman, est-ce que tu as d'autres artistes ou humoristes qui t'inspirent un petit peu Chanteur, j'ai beaucoup écouté Jacques Brel aussi. Pour les textes, l'interprétation et tout, j'ai trouvé ça magnifique. Après, bon, j'ai pas envie de faire le ringard qui cite Goldman et Jacques Brel. Je peux te dire que j'aime bien aussi Kenji Girac. Non, mais j'aime bien la musique de manière générale, la chanson française, francophone, alors tous les classiques. Mais je sais qu'en récent, j'ai bien aimé un peu Vianney pour son côté un peu mélancolique, tout ça. Je trouvais ça, mais bon, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas du Goldman, quoi. C'est pas du Jacques Brel, c'est pas du Berger, c'est pas du Balavoine, c'est pas du. Moi, je suis très ouais, vieille chanson française. Hein. Je sais pas. Et en humoriste, j'aime beaucoup Fary, Roman Frécinet. Gad, j'aime beaucoup. Qui est-ce que j'aime beaucoup? Félix Jean, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime. à la fin de ton spectacle, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu prends un petit peu de temps pour parler avec ton public, pour avoir des retours. Quand j'ai le temps. Oui, quand il n'y a t'as pas de spectacle après, ouais, des fois je fais ça. En fait, c'est un truc que. Alors, je vais te laisser poser ta question. Bah, justement, pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, j'ai un caméraman derrière qui filme. Et c'est important aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, de publier des vidéos régulièrement. Et comme j'ai pas envie de mettre des extraits de mon spectacle, je mets de l'impro. Et donc en fait, quand j'ai fait un petit peu d'impro dans le spectacle, mais quand je n'ai pas fait assez, que je sens que ça manque, je prends un petit moment dans le après, à la fin du spectacle, pour que les gens me posent des questions. Et des fois, il y a des trucs qui sortent. Et ça rajoute une vidéo, quoi. Et du coup, à la fin de ton spectacle, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu prends un petit peu de temps pour parler avec ton public, pour avoir... Je lis les commentaires, bien sûr, je lis les commentaires. Alors, je lis les commentaires sur Billet Réduc. Faudrait que je les lise ailleurs aussi. Je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres. Ouais. Et sur Instagram. Sur Instagram, il n'y a pas de commentaires vraiment, mais je reçois des messages privés. Mais ça, c'est privé, ça, Émilie. Je parle juste des commentaires. Après, ce que les gens font en privé. Ouais, c'est ça. Donc là, tu es à l'Européen tous les mardis jusqu'à 2025. Non, on finit en décembre. Là. On a fait juste l'automne, de septembre à décembre. Ah ok, je pensais que c'était vraiment toute la saison que tu allais nous faire. Non, parce qu'après, en fait, à partir de janvier, je pars en tournée. Oui. Et donc, j'ai plus trop le temps de faire des spectacles à Paris. Donc là, c'est jusqu'au 10 décembre. Et après, il y a la tournée à partir de janvier. Et pour Paris, on reprendra le spectacle à partir de septembre 2025. Et dans une autre salle, je pense, et plus de... En fait, je vais jouer mon spectacle peut-être entre 3 et 4 fois par semaine. À Paris. Je vais vraiment rester en résidence à Paris. Je vais faire une pause de tournée. Et là, je vais vraiment essayer de bombarder à Paris et puis de partir en tournée l'année d'après. Et je pense que ce sera la fin du spectacle. Ce sera la fin de l'exploitation du spectacle. Après la deuxième tournée. Bah après, il y aura un autre spectacle, j'imagine. Après, il y aura un autre spectacle, mais entre-temps, il y aura peut-être une petite pause. Ouais. Histoire de vraiment peut-être passer le permis bateau. Et de louer un petit bateau à Marseille. De prendre ma copine et de l'emmener dans les calanques. Et de lui dire, regarde comme c'est beau. Regarde la côte. Ça, c'est le volant du bateau, ça. Regarde la côte, là. Beau. Ça, pendant un an, comme ça. J'ai besoin de mer, j'ai besoin de sud. Est-ce que tu serais capable de ressortir un album, du coup? Oui. Alors, je serais capable de ressortir un album, mais pas tout de suite. Et faudra que le temps se passe un peu. Faudra que je vois un peu ce serait quoi comme style d'album. Peut-être pas nécessairement un album, peut-être des titres avec des clips qui pourront faire peut-être l'objet même d'un album plus tard. Mais ouais, je serais capable. Ouais, je suis cap. Je suis cap. 2026, on veut un nouvel... Peut-être 2026, des petites chansons sur les coussins rouges. Moi j'aime les coussins rouges. Toi t'aimes les coussins violets, ça veut pas dire qu'on ne peut pas être ensemble. Regarde, ça marche, 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 ça marche. Téléchargez mon titre, ça marche, sur Spotify et toutes les plateformes. Un album, des titres en tout cas, un spectacle. T'as d'autres projets en plus de tout ça? Ouais, j'ai d'autres projets, des projets un peu plus vidéo humoristiques, que je suis en train de travailler là-dessus là maintenant là.
en novembre, j'essaye d'écrire, faire quelques petits tournages et puis sortir des petites vidéos sur les réseaux. Ok, trop bien, ouais, puisque la présence sur les réseaux sociaux, c'est super important. La présence sur les réseaux sociaux est essentielle, car les réseaux sociaux aujourd'hui, de nos jours, sont indispensables à l'artiste pour communiquer et vendre des billets pour son spectacle. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites pas de vidéos, vous n'aurez pas de vente de billets. Faites des vidéos régulièrement et l'algorithme va vous encourager, va diffuser vos vidéos et va vous permettre de vendre des billets. Donc, soit vous êtes la pute d'Instagram, soit vous ne l'êtes pas et vous êtes pauvre. Choisissez pute d'Instagram ou SDF. Choisissez. J'en ai un peu marre des réseaux sociaux. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé ne pas être sur les réseaux sociaux et puis avoir des gens dans la salle et qu'on rigole et puis chacun après retourne à sa vie, quoi. Oui, comme au début de Gala, ouais, de Jamel, 1960, avec les émissions de télé, avec le micro comme ça. C'est vrai que, on découvre de plus en plus via les réseaux sociaux. Ça peut être une chance, mais il y a une sorte de compétition qui se met en place entre vous. De toute façon, il y a toujours une compétition, c'est un peu la jungle. Hein. Oui, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est un peu l'arrivée du mal aussi. Enfin... C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ceux qui cartonnent sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement ceux qui ont le meilleur spectacle. Tu vois, il y a une espèce de truc qui fait que bon, plus tu travailles tes réseaux sociaux, moins tu travailles ton spectacle aussi, quoi, je pense. Quel message aimerais-tu transmettre à ton public avec tes projets Je vous aime, cher public, et merci d'être là ce soir. Et un maximum d'amour entre vous et que les hommes s'aiment entre eux, avec un grand H. Qu'est-ce que je voudrais dire à mon public? À mon public? Mon public, celui qui vient me voir en spectacle? Oui, celui qui est sur les réseaux sociaux. Celui qui est sur les réseaux, celui qui me suit, déjà merci, merci d'être là, merci d'acheter des billets pour le spectacle, merci de me suivre, merci d'aimer mes vidéos, merci de tout ça, c'est tout cet amour-là, c'est ça qui me fait vivre en tant qu'artiste, mais pas uniquement financièrement, mais aussi artistiquement, quoi. C'est-à-dire que ça me donne envie de créer, ça me donne envie voilà. Donc merci, vous êtes un peu ma raison de faire ce métier. Donc merci à vous et puis j'espère que vous allez rester et j'espère ne jamais vous décevoir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Permis bateau. Ouais. Alors, pas acheter de bateau nécessairement, mais au moins le permis. Le permis, puis pouvoir louer un bateau un peu sympa pour ramener ma copine dans les Calanques à Marseille. Et sinon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que mes salles soient pleines. Voilà. Que mes salles soient pleines, comme ça je sens que ça marche. C'est ce qu'on te souhaite du coup. Ouais, c'est ce qu'on te souhaite. La santé. La santé, le permis bateau, la paix dans le monde et un deuxième spectacle. Avec un mariage, des enfants. Un mariage, des enfants. Une belle retraite. Une belle retraite, un permis bateau et peut-être un médicament contre la phobie administrative. Dispo en pharmacie, remboursé par la sécurité sociale.